L'adressage. L'adressage est une méthode pour repérer facilement vos produits dans un magasin ou en entrepôt. Bon, ça, c'est la définition de l'adressage. Donc, par exemple, on a un rayonnage, on a des articles dans ces rayonnages, comment les identifier ou comment les trouver. Donc, on utilise la méthode de l'adressage qu'on va voir avec plus de détails. L'objectif. L'objectif de l'adressage, c'est d'optimiser les accès et les circulations des opérateurs afin d'éviter tout trajet inutile. Faciliter la formation aux opérateurs, faciliter la formation aux opérateurs en entrant et l'orientation sur le terrain. Éviter tout mouvement de produit inutile. Supprimer les ruptures de charge. Supprimer les risques d'erreur, de rangement, de préparation de commandes et d'aiguillage afin d'éviter d'éventuels risques de perte ou de mélange de produits. Donc ça c'est l'objectif global de l'adressage. Trouver un article facile, bon, pas de fait d'encombrement, pas d'erreur d'expédition, etc. En gros c'est ça. Donc l'adressage est la méthode d'affectation des marchandises aux emplacements de stockage. C'est une codification constituée d'une suite de caractères alphanumériques. Donc, les articles qu'on a dans le stock, ou bien dans les rayonnages, on les codifie. Parce qu'il y a des articles qui ont des noms très longs. Donc, on doit les codifier de façon alphanumérique. Des chiffres et des lettres. Exemple d'adressage. Pour faciliter un peu et assimiler la méthode. On va prendre l'exemple d'une lettre. Quand on écrit une lettre, on a le nom. On a l'adresse. Dans l'adresse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la rue, le bâtiment, l'étage et la zone. Bien. Donc, par exemple, on a la rue. Si on associe ça à un adressage code à barre qu'on utilise en industrie, là, c'est une lettre, là, c'est industrie. Par exemple, on a la rue qui s'appelle rue des Palettes, numéro 5, bâtiment D, deuxième étage. Si on associe ça à notre étiquette code à barre qu'on va utiliser dans l'industrie, on a l'allée B, l'allée A, B, C, D, donc ça c'est l'allée B. La côte 2, la côte c'est parce qu'on a côte 1, côte 2. Travée B, la travée. On va voir plus en détail c'est quoi les travées. Et le niveau 0. Le niveau 0, on a des niveaux parce que plusieurs étages, niveau 1, niveau 2. À titre de rappel, voilà, ça c'est les niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça c'est une palette ou bien c'est un rayonnage, un paletier, on appelle ça. Dans le langage commun dans l'industrie, on dit le rayonnage. Là, on a les niveaux. On appelle ça une échelle. Échelle intermédiaire. On l'appelle la travée. Cette travée, il y a l'alvéole. Ça, c'est le jeu de sécurité. Quand on prend une palette avec un moyen de manutention, chariot élévateur ou autre, il y a toujours un jeu parce que tu ne vas pas la faire entrer telle qu'elle, il y a toujours un petit jeu de manœuvre. Là, on met les palettes, on appelle ça les alvéoles. Ça, c'est une alvéole, ça, c'est une alvéole, ça, c'est une alvéole, ça, etc. Tout ça, c'est le rack ou paletier ou congé. Ça, on appelle ça une travée. Généralement, ça, c'est un petit rappel des noms qu'on utilise dans un rayonnage. Donc, l'adressage des marchandises. Après le contrôle à la réception,
Les marchandises destinées en magasin sont rangées suivant deux méthodes d'affectation. La première méthode, c'est emplacement fixe et variable. La deuxième méthode, c'est emplacement variable en fonction des espaces disponibles. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'en le premier, on parle d'affectation. Chaque article ou chaque famille d'articles ont un emplacement spécifique dans le rayonnage. Mais dans le deuxième cas, on parle de banalisation. On stocke selon les emplacements disponibles. Donc, la première méthode, c'est une méthode de rangement claire. Les articles affectés à un emplacement régulier sont plus faciles à trouver physiquement. Il y a peu de chances de les oublier. Cependant, cette forme de rangement utilise un système de stockage lourd et un espace plus grand. Dans la deuxième, qu'on appelle emplacement variable en fonction des espaces disponibles, après chaque réception, après chaque réception, l'article est rangé à n'importe quel emplacement libre. On trouve un emplacement, on range dedans. Il y a risque de trouver la même pièce à différents endroits, parce que c'est pas affecté comme pour la première. Pour la première, on a chaque famille de produits, par exemple, une grande caisse avec une petite caisse. Les grandes caisses sont toutes dans un endroit où il n'y a que les grandes caisses. Les petites caisses, dans un endroit et les petites caisses. Pas dans le deuxième méthode qui est la banalisation. Tu peux trouver une grande caisse avec une petite caisse, etc. Je donne des exemples comme ça. Bien que cette forme de rangement présente l'avantage d'une meilleure exploitation de l'espace de stockage, elle est mieux indiquée pour les stocks unitaires en transit ou de projet. Elle demande beaucoup d'écriture, car à chaque fois qu'il faut mettre à jour le nouvel emplacement sur les documents et les logiciels de gestion de stock. Donc, on parle de deux méthodes, emplacement fixe et variable, et emplacement variable en fonction de l'espace disponible. Donc, on parle de affectation ou banalisation. Pour rappel, la méthode de réception. Comme on a utilisé le mot de réception, on va parler de c'est quoi la réception. La réception, on reçoit un article, on le contrôle. Puis on choisit le mode d'emplacement dans le magasin, que ce soit variable en fonction de l'espace disponible ou fixe et invariable. Chaque article, une famille d'articles, est toujours dans le même emplacement. Donc, quels sont les critères de choix d'un emplacement? Pour mieux stocker, il faut bien ranger. Il est donc important de bien définir le choix des emplacements en fonction des caractéristiques du produit. C'est-à-dire que chaque produit a des caractéristiques bien spécifiques. Donc, on le stocke selon les caractéristiques qu'il a. Voilà. Là, on voit plusieurs caractéristiques d'article. Donc, on parle de la nature de l'article, du conditionnement de l'article et de la forme caractéristique du produit. La nature, c'est quoi? On a les matières solides, on a les matières liquides et les matières gazeuses. Ça, c'est leur nature. Où il y a le conditionnement. Le conditionnement, c'est comment on les a reçus. Sous forme de caisse, ou là sous forme de palette, ou là sous forme de fût, ou là de bidon. Le fût, c'est... Le fût, c'est le grand bidon. Le bidon, c'est un petit bidon qui peut avoir 5-10 litres, 20 litres, mais le fût peut avoir 100 litres, 200 litres. La différence entre les deux, c'est ça. Et la forme caractéristique du produit. La forme, c'est quoi? C'est le poids, la dimension, la longueur. Il y a des articles qui sont très lourds. Il y a des articles qui prennent beaucoup de place, mais qui sont moins lourds. Il y a des articles qui prennent de la place parce qu'ils sont longs, etc. À ces différences d'éléments, nous pouvons également ajouter les conditions environnementales qui peuvent avoir un impact sur les marchandises stockées. Par exemple, il y a des articles qu'on appelle les articles dangereux, qui ont
une caractéristique bien spécifique dans leur stockage. Il y a des articles qui demandent qu'on les stocke dans un endroit à température dirigée. Température dirigée, c'est-à-dire dans le froid. Ou des articles qui sont liquides qu'on ne peut pas mettre en hauteur, qu'on doit mettre en bas avec un bac de rétention, parce que si jamais ça coule, on doit contenir ces écoulements, parce que peut-être que le produit il est nocif pour l'environnement. Généralement, il est nocif, mais on va savoir si on va utiliser ça dans toutes les industries, parce qu'il y a des exceptions, il y a des gens qui gèrent mal les articles environnementaux. Bon, ça c'est un autre sujet. Exemple de codification ou d'emplacement. Là, par exemple, on a un code à barre. Bien, où il y a pas un code à barre, une codification, par exemple 18 C 035 B. Dans un rayonnage. Donc comment on va mettre en place ces codifications, parce que vous pouvez être amené à travailler dans une industrie où on vous demande, voilà, est-ce que vous pouvez nous codifier les rayonnages, leur donner une adresse pour que quand on envoie quelqu'un pour chercher un article, il connaît. On ne va pas lui dire tu vas à droite et tu tournes à gauche, non, tu vas à l'emplacement tel, à l'endroit tel. Par exemple, j'ai mis un petit exemple pour un peu faciliter le travail. Les deux premiers caractères sont les chiffres qui désignent la zone. Par exemple, la zone 18, parce qu'on a plusieurs zones dans notre magasin. Le troisième caractère, c'est celui qui désigne la position de l'allée dans la zone. Par exemple, on a une allée avec deux positions. Par exemple, là, on a un rayonnage, là, on a un rayonnage. Par exemple, le rayonnage A et le rayonnage B. Donc, on va parler de rayonnage C, peut-être, B et C, etc. Le troisième caractère, le troisième caractère suivant est le numéro de la colonne dans l'allée. C'est la colonne 035. Le dernier caractère est la lettre qui désigne le niveau dans la colonne, le niveau de rayonnage, le niveau B. Donc, en gros, pour lire cette codification, donc c'est la zone 18, rangée C, colonne numéro 035 ou bien 35, et le niveau B, deuxième niveau à partir du sol, par exemple. Donc on a codifié nos emplacements dans le magasin, ou bien on a codifié notre rayonnage de façon très simple. Un autre exemple, par exemple l'allée A, travée B, hauteur B ou niveau B. C'est simple de codifier, mais c'est pas la mer à boire, donc c'est des choses qu'on peut faire comme ça. Voilà, les types de codification. Parce qu'il existe bien sûr plusieurs types de codification. Les codifications numériques, codification alphanumérique, ou bien la codification alphabétique, comme ça se prononce. Le numérique, il n'y a que des chiffres. L'alphanumérique, il y a des lettres et des chiffres. Et l'alphabétique, il n'y a que des lettres. C'est simple, ultra simple. Là, on va passer à la traçabilité. Et son objectif, et pourquoi on l'a fait, et qu'est-ce que ça nous donne, et quels sont les avantages, et quelles sont les méthodes utilisées. Voilà. C'est quoi la traçabilité? Au sens étymologique, la traçabilité est liée à la trace, qui, au sens figuratif, est une marque laissée par un événement. Tracé peut être signifié, indiquer la voie à suivre, ou encore marquer les contours. Le mot traçabilité, au sens de la possibilité d'identifier l'origine et de reconstituer le parcours d'un produit depuis sa production jusqu'à sa diffusion, est relativement récente. Née dans le milieu des années 80, la traçabilité répondait alors à un simple souci logistique et garantit un contrôle des flux de marchandises au sein d'une chaîne de partenaires permettant de sérieux
Sérieuse économie. Donc, bien sûr, la traçabilité, ça nous permet de tracer un article, de le suivre dans la production ou bien dans un stock, si on parle de côté logistique, etc. Ou bien dans l'unité de production ou bien l'usine. Ça, c'est l'objectif de la traçabilité. Définition et objectif. La traçabilité est une procédure de suivre automatiquement un produit autour d'un bout à l'autre de son processus de fabrication et de distribution, jusqu'à la consommation de celui-ci, à tout moment du parcours de la chaîne logistique. Un produit doit pouvoir être localisé et identifié. Les objectifs de la traçabilité et de l'identification logistique sont simples. Donc on peut suivre un article depuis sa production jusqu'à son utilisation ou bien sa consommation par le client final. Ça peut être un client industriel ou bien un profane. Donc l'amélioration de l'objectif, bien sûr, l'amélioration de l'efficacité de la gestion logistique, le contrôle, le suivi des stocks, le suivi jusqu'à la réception de la marchandise, respect d'une réglementation de plus en plus stricte, la satisfaction des clients ou des partenaires, la réduction des délais et des coûts, la garantie qualité sanitaire, possibilité de retirer du circuit un produit non conforme, parce que quand on trace un article, on sait on connaît son trajet. Et on peut l'identifier et le retirer au cas de problème. Traquer et tracer, c'est les deux termes que on utilisera, ou bien qui sont conformes, ou bien qui sont associés à la traçabilité. La traçabilité poursuit deux objectifs différents et complémentaires. Il implique donc au moins deux notions. La traçabilité sur la logistique du produit, être capable de localiser le produit dans l'espace et dans le temps, de suivre physiquement l'entité jusqu'à la fin de son parcours ou sa fin de vie. Par exemple, des pièces détachées d'avions ou de produits techniques qui requièrent une maintenance régulière. Il sert notamment en cas de retrait ou de rappel du produit, s'ils sont en effet nuisibles pour la santé. Là, on parle de tracking où et quand. Où a été produit l'article et quand ça a été produit. Traçabilité logistique. La traçabilité et le contenu du produit peut être capable de donner toutes les informations concernant la vie du produit, plan, matière première utilisée en production, transformation. Le tracing est qualitatif. Il sert notamment à trouver la cause d'un problème. Qualité. À contrôler l'exactitude des caractéristiques déclarées d'un produit. Il faut ici remonter au point de vente jusqu'au niveau du producteur. On parle de tracing. Donc on va tracer, on va suivre. On passe à la question de quoi, avec quoi il était produit, avec quoi, quelles sont les matières qu'on a utilisées, comment il a été produit, par quelle machine, par qui, la personne qui a produit l'article, le machiniste, l'opérateur, etc. Et pourquoi. Pourquoi il y a eu ce problème, etc. Donc la traçabilité nous aide à répondre à ces questions. Où, quand, quoi, avec quoi, comment, par qui et pourquoi. Pour finaliser la traçabilité répond à deux finalités complémentaires de sécurité et d'exécution. De sécurité, pourquoi? Parce qu'on peut contrôler la conformité du produit par rapport aux règles et des contraintes. L'exécution, parce qu'on peut contrôler le déroulement des opérations en enchaînement. Là, on parle, si on fait un tableau pour différencier un peu les deux, le tracing, c'est tracer un produit, c'est suivre
c'est le suivi de la nature intrinsèque des produits, sécurité alimentaire, médicale, etc. Dans le contexte sécurité. Par contre, le tracing, c'est lutte contre la contrefaçon et des détournements. On peut, si on prend des articles de marque, où il y a des traçabilités ou bien des codes pour tracer ces articles, s'il y a une contrefaçon, une imitation de cet article, ben, le code article, n'est pas vraiment le code réel que le fabricant a fait. Donc là, on parle de tracking dans le côté sécurité. L'exécution. Dans le cas du tracing, le suivi de respect d'engagement, éthique, normes, procédures, opérations administratives, développement durable, etc. de comportement pratique. Donc c'est dans le cas d'exécution, comment il a été fabriqué, les procédures utilisées, les opérations administratives, que ce soit le dédouanement ou bien l'acheminement, le développement durable. Ici, cet article respecte vraiment l'environnement dans sa fabrication. Par contre, dans le tracking, dans le cas d'exécution, piloter la fiabilité des opérations, suivi des dossiers produits, véhicules, commandes, livraisons, etc. On trace l'article, on sait s'il est conforme. On peut consulter les dossiers d'articles, le dossier produit, l'article comme tel, voir un peu comment il a été commandé, comment il a été livré, etc. Donc les enjeux de la traçabilité des stocks en entrepôt, donc une meilleure gestion des stocks, une meilleure efficacité des ressorts, une meilleure maîtrise des flux physiques internes, une réduction des coûts logistiques, une parfaite identification des marchandises. Donc ça, c'est en général. Donc l'objectif final de la traçabilité, c'est le contrôle du changement, le suivi des commandes de stock, la réception, du suivi, le respect des règlements et la diminution des erreurs humaines. La traçabilité nous aide à éviter tout ça. Ça, c'est un schématique de la traçabilité. Donc, à n'importe quel moment du processus de fabrication, on peut identifier, par exemple, gérer les liens, communiquer, enregistrer, etc. Là, on va voir un processus de traçabilité d'un article qui va entrer une première fois dans un environnement industriel. On va prendre le cas de ce camion qui va nous livrer du lait, qui est inconsommable. Donc, après réception de la citerne, on va créer un dossier de lot. Et par exemple, là, on a une quantité conséquente qu'on ne peut pas identifier partie par partie parce que ça va être, on va recevoir peut-être 200, 300, 400, 500 litres, mais on ne va pas les vendre en même temps. On va peut-être 5 litres, 2 litres, 3 litres, etc. Donc, on va identifier le lot entier par un code à barre qui va contenir les données de cette réception, le numéro de camion, la date de livraison, de réception, le conditionnement, le poids, la quantité, la température, etc. Bon, ça dépend, non, moi je ne sais pas, mais vraiment. Puis, après analyse de l'article du lot entier, qui va passer par un laboratoire et qui va subir des transformations, passer par plusieurs processus pour avoir un résultat ou bien un produit semi-fini, on va l'analyser. Puis on va lui affecter aussi une traçabilité avec un nouveau numéro de lot. Puis il va être conditionné. On est passé d'une grande quantité à des petites quantités qui vont être emballées et conditionnées, puis expédiées au client. Où on va mettre aussi une nouvelle code à barre.